Bonjour Ousmane. Bonjour. Alors, la CEDEAO a déjà brandi la menace de l'intervention militaire avec un ultimatum qui avait expiré dimanche soir dernier. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Je pense qu'on n'en est pas encore là. Je pense que ce qui est en jeu et en cause ici, c'est une sorte de rétablissement de l'équilibre des forces pour pouvoir négocier. La CEDEAO brandit la menace et l'exécute, en tout cas avec l'activation de la force en attente, c'est-à-dire c'est des forces qui sont prépositionnées pour intervenir, pour obtenir les moyens de négocier. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les négociations sont au point mort. La CEDEAO a envoyé par 2 fois une délégation à Niamey pour rencontrer les putschistes qui ont obtenu enfin de non-recevoir de la part des putschistes. Tous les autres tentatives de médiation ne marchent pas. Et pendant ce temps, euh, les putschistes ont la réalité du pouvoir, le temps joue en leur faveur, un gouvernement installé, l'administration, on nomme des gouverneurs, etc., etc. Donc, je pense que l'enjeu, c'est de rétablir une sorte de rapport de force qui permette d'avoir un moyen de pression pour la CEDEAO pour négocier, parce qu'en réalité, on le sait, les sanctions ne permettent pas au régime putschiste qu'on a vu en Afrique de se rétracter. Mais alors, si l'option militaire se concrétisait, concrètement, c'est quoi cette force en attente que la CEDEAO vient d'activer? Alors, cette force en attente, elle existe depuis plus d'une dizaine d'années. Elle existe dans les textes de la CEDEAO. C'est-à-dire, la CEDEAO, il y a de cela quelques années, a voté la possibilité de déployer une force en attente en cas de crise, en cas de besoin de rétablissement de la paix ou de maintien de la paix. Cette force, elle est théoriquement composée de 6 000 hommes. Euh, Là, ce qui va se passer, c'est chaque pays va mobiliser ou donner sa possibilité de mobiliser un contingent, la nature du contingent, la forme du contingent, etc. Donc, l'activation veut dire ça, veut dire que la Côte d'Ivoire va, par exemple, dire nous, on met à la disposition de cette force 500 hommes, 800 hommes, etc., etc., et Entre qui vont être 560 et 1100 hommes à peu près, que la Côte la d'Ivoire Côte compte d'Ivoire, envoyer. oui. Et puis là, il y aura d'autres pays qui vont mobiliser, qui vont se mobiliser, et ces forces seront prépositionnées. Ils n'entrent pas en guerre. Je pense que la nuance est très importante entre l'activation et l'exécution de la menace. Il y a une étape l'activation ne veut pas forcément dire entrer en combat. Mhm. Et du coup, les putschistes, eux, ont-ils les moyens de se défendre face à cette force en attente? Alors, l'armée nigérienne, faut observer que c'est une armée en crise, c'est une armée en difficulté. Elle a eu les revers les plus importants de son histoire ces dernières années. On connaît l'attaque de Chiné Godard. Les djihadistes ont ces dernières années changé de stratégie. Ils s'attaquaient plus seulement aux civils, ils attaquaient des camps de l'armée nigérienne. Donc, on notait que l'armée nigérienne était en difficulté, subissait des pertes énormes. Deuxième chose, qui est un problème de l'armée nigérienne, l'armée est assez divisée. En réalité, le, le putsch du général Chiani est précédé d'autres tentatives de putsch qui n'ont pas réussi. Il y a eu une tentative de putsch juste après l'élection de Bazoum. Il y a eu un procès. Il y a eu des tentatives de putsch bien avant. Donc l'armée est assez fragile en termes d'unité, en termes de... On ne peut pas dire que c'est une armée totalement républicaine. Troisième chose, l'armée nigérienne a déjà des fronts très importants. Il y a le front de la zone des 3 frontières où là, ils combattent le djihadisme. Au sud, Terroriste. ils ont frontière avec Boko Haram. Donc, c'est une armée qui, je pense, aura beaucoup de difficultés à résister à une intervention militaire étrangère, d'autant plus que si cette intervention est soutenue par les forces internationales prépositionnées à Niamey. Mais alors, soutenu, ça ce serait si les Occidentaux soutenaient la CEDEAO, les forces de la Bah, les CEDEAO. Occidentaux ont été Est-ce que les clairs, hein. Occidentaux pourraient jouer un rôle? Enfin, les Occidentaux ont été clairs. La position de la France, comme celui des États-Unis, c'est de dire nous soutenons les décisions de la CEDEAO. Et là, la CEDEAO décide de prépositionner une force en vue d'une action militaire. Et jusqu'à présent, les Occidentaux suivent. Donc, il me semble logique que s'il y a eu d'intervention militaire de la CEDEAO,
les forces, les forces occidentales basées au Niger seront de la partie. Et quand même, il y a une vraie puissance des Occidentaux sur place. La France a 1500 hommes, des moyens aériens importants, une base. Les Américains ont 3 bases, ont une base de drones assez sophistiquée. Donc, en cas d'intervention militaire de la CEDEAO appuyée par les États-Unis et la France, la supériorité militaire me paraît évidente. Y compris si le Mali et le Burkinabé, les Burkina Faso soutiennent officiellement les putschistes. Je pense que dans la position malienne et burkinabé, il y a beaucoup de postures. Parce qu'en réalité, c'est des pays qui n'arrivent pas à garantir l'intégrité de leur territoire national, ils n'arrivent pas à jouer leur rôle. L'armée, je veux dire, burkinabé et l'armée malienne n'arrivent pas à jouer leur rôle dans leur propre pays. Donc je ne vois pas comment ils peuvent aller suppléer le Niger. Je pense que c'est plus de la rhétorique et de la posture politique pour mettre de la pression qu'autre chose. Rapidement, Ousmane, est-ce qu'un dialogue est encore possible aujourd'hui avec les putschistes? Pour le moment, il n'y a pas de dialogue, de fait. La seule possibilité de dialogue, à mon avis, c'est à partir du moment où les forces seront prépositionnées et qu'il y a l'hypothèse d'un affrontement, je pense que la diplomatie sera relancée. Merci Ousmane pour cet éclairage. Vous pouvez suivre l'évolution de la crise au Niger sur notre site tv5monde.com.